Madame la ministre, chers collègues, les cas d'hantavirus inquiètent notre population. C'est évidemment la mémoire de la pandémie de Covid qui est là. Et si une leçon a sans doute été retenue, c'est la nécessité de se mobiliser rapidement, car je dois le dire sans détour, les décisions qui ont été prises ces derniers jours sont les bonnes. Mais dans la durée, il y a des facteurs qui vont peser. Le premier, c'est que la désinformation en santé a refleuri instantanément. Les antivax sont à la manœuvre. Oui, il y a des antivax alors qu'il n'y a pas de vaccin sur les hantavirus. Les antivax ont été vraiment bercés trop près du mur. Et les complotistes qui ne veulent pas que notre population ait accès au savoir. Alors, Madame la Ministre, qu'avez-vous fait de concret ces derniers mois et suite à la remise du rapport des professeurs Molimar, Costagliola et Maisonneuve sur la désinformation en santé? Le second point, ce sont les scientifiques. Et hier, vous avez fait appel, et vous avez eu raison, aux scientifiques pour fonder vos décisions. Ces scientifiques, ils sont harcelés. Ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, vous le savez. Ils sont harcelés devant les tribunaux où les procédures se multiplient. Et l'ordre des médecins est apathique. Et les parquets et les tribunaux sont largement indifférents. Quant à l'université, à Marseille, elle est parfois complice. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour protéger nos scientifiques de ce harcèlement? Monsieur le sénateur Jomier, mesdames et messieurs, pour la mobilisation, vous l'avez dit, elle a été rapide. Tout de suite, on a mis en place avec Santé publique France, avec le centre de crise du ministère, avec des experts qui nous accompagnent, des experts scientifiques qui nous accompagnent depuis le début. Et en termes de transparence, vous l'avez dit, nous avons voulu faire cette conférence de presse, puisque ces scientifiques qui ont rencontré le Premier ministre la veille, il était normal que les mêmes informations soient apportées aux Français. Ça, c'est pour répondre sur le sujet de la transparence. Et nous l'avons dit, nous avons communiqué depuis le début avec le Premier ministre, et à chaque nouvelle sur ces données que nous avons, nous communiquons de façon claire. La deuxième chose, vous faites allusion effectivement à tout ce mouvement et qui est important depuis le début de cet épisode, des antivax complotistes, et qui n'ont pas attendu ce virus pour s'agiter. Les scientifiques dont vous parlez sont sur les réseaux sociaux notamment harcelés et depuis longtemps. Maintenant, nous avons mis en place, nous avons annoncé une stratégie pour lutter contre les fausses informations avec le dispositif d'infovigilance sur lequel nous travaillons pour que nous puissions construire une sorte de task force efficace d'experts scientifiques qui, dès qu'ils apercevront une fausse information, seront coordonnés et permettront d'agir très vite et de façon coordonnée pour être massifs et arrêter cette fausse information. Nous sommes évidemment en soutien des soignants et des experts scientifiques qui sont harcelés. Vous savez qu'à chaque fois des déclarations sont faites, notamment par Pharos, et nous continuons avec l'ordre aussi des professionnels à lutter contre cela. Pour répondre sur la transparence et sur les informations qui sont données. Donc il y a les informations aux Français, il y a les informations aux professionnels de santé, pour lequel j'ai eu ce matin une réunion avec l'ensemble des ordres des professionnels de santé, des syndicats de professionnels de santé, pour avoir un échange et des informations. Et il y a aussi des informations des élus qui vont se faire, notamment par les préfectures. Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Vous pouvez compter sur nous, je l'ai dit, quand vos décisions sont adaptées, mais le lien scientifique, politique, population est essentiel pour qu'une société aborde dans la durée un phénomène épidémique, quel qu'il soit. Et donc, je vous appelle à intensifier vos actions en la matière, car les scientifiques sont un peu désespérés d'être les seuls face au harcèlement judiciaire. Monsieur le ministre, 2,20 € par litre, 2,20 € par litre, voilà 2 mois que les super profits des géants de l'énergie défient toute forme de morale publique. Des super profits qui ne sont pas imaginaires, qui sont caractérisés, des surajustements de prix, des marges sur le raffinage multipliées par 4, des opérations spéculatives sur les marchés de plus d'1 milliard d'euros pour Total Énergie. Et comme parlementaire, je demande au gouvernement pourquoi protégez-vous ce type de comportement prédateur alors qu'il faudrait en protéger les Français? Pourquoi le gouvernement de la France ne s'est pas associé à l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie,
qui ont demandé en Europe la taxation des super profits. Pourquoi vous en êtes-vous tenu à cette formule? On ne s'interdit rien, qui veut dire en réalité qu'on s'interdit tout. Monsieur le ministre, les solutions de crise, les mesures anti-crise, elles existent, mais on compte en millions. Et les super profits, on les compte en milliards. Et dans ce gouffre, il y a ce que nous pourrions faire. Pour les infirmiers qui aujourd'hui disent que dans leur tournée, ils privilégient les patients qui sont au plus près d'eux. Pour les Français qui se dirigent dans les concessions pour changer de voiture, pour avoir une voiture électrique mais qui n'en ont pas les moyens. Alors ma question, elle est assez simple. Est-ce que c'est Total Énergie qui fait la politique fiscale de la France ou est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est M. Lescure qui est notre ministre ou est-ce que c'est M. Pouyanné? Monsieur le sénateur Ouizil, en tout cas c'est M. Lescure qui vous répond et ce n'est pas M. Pouyanné. Et moi, sur ce sujet qui est un sujet sérieux, je ne souhaite en aucun cas ni verser dans le total bashing généralisé. J'ai même entendu sur d'autres bancs certains responsables politiques dire qu'il fallait retirer la Légion d'honneur à M. Pouyanné. Franchement, j'en ai été surpris. Et d'autres qui pensent que la seule manière de régler le problème, c'est de bloquer les prix à la pompe. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle une major intégrée en France et c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet aujourd'hui de disposer de gasoil, de pétrole, de kérosène en quantité correcte avec une grande entreprise nationale qui produit du pétrole en dehors de France, Nigeria, Norvège et autres, qui l'importe, qui le raffine et qui le distribue. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et le fait d'avoir cette major intégrée aujourd'hui nous assure des volumes et a permis en plus à cette entreprise qui, vous l'avez dit, gagne beaucoup d'argent sur la production, de plafonner le prix à la pompe pour un certain nombre de nos concitoyens. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Est-ce que pour autant, cette compagnie fait aujourd'hui des profits indus, exagérés? La question se pose. Visiblement, certains d'entre vous y ont déjà répondu et nous souhaitons pouvoir y répondre. J'ai personnellement interrogé, vous m'interrogez sur nos relations avec l'Europe, la Commission européenne sur les pratiques concurrentielles des raffineurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de l'essence qui est distribuée en France, qui n'est pas raffinée en France, qui est raffinée en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs. Je souhaite qu'on puisse enquêter sur la concurrence et sur les marges des raffineurs en France et en Europe. Parce que c'est la seule manière aujourd'hui de s'assurer effectivement que si des profits indus sont faits, ils puissent être taxés. Et nous souhaitons, et le Premier ministre l'a dit, ne nous interdire aucun débat dans le cadre évidemment des procédures budgétaires. Mais je ne veux pas non plus raconter n'importe quoi aux Français. Je n'irai pas taxer les profits faits par Total au Nigeria, de la même manière que je n'irai pas taxer les profits faits par BP dans la mer du Nord. L'impôt, il est territorial, Monsieur Jadot, ne vous en déplaise. Nous regarderons les profits faits en France. Nous souhaitons débattre avec les parlementaires de l'opportunité ou non de les taxer. Mais en attendant, n'oublions pas aujourd'hui que nous avons une major qui nous permet d'avoir de l'essence. C'est quand même plutôt un plus. Monsieur le ministre, depuis mars, les maires du Rassemblement national multiplient des décisions qui, prises isolément, semblent relever de la liberté d'action, mais qui, mises bout à bout, dessinent un système idéologique sapant notre héritage républicain. À Liévin, ville où il y a 50 ans, 42 mineurs sont morts lors de leur travail. La cérémonie du 1er mai est supprimée au motif que les syndicats seraient d'extrême gauche, comme si célébrer les conquêtes sociales n'était pas une nécessité absolue. À Vierzon, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, instituée par le président Chirac, est annulée pour faire des économies, même si les mêmes élus, cependant, ont augmenté leurs indemnités. À Carcassonne, les associations et la presse locale se voient supprimer leurs subventions pour divergences politiques. Les exemples sont multiples et sur les frontons de ces mairies, les drapeaux européens tombent. Nos mairies ne doivent pas être des officines de propagande. Elles sont le premier espace de la mémoire collective, où le vivre ensemble existe, où les valeurs de la République sont inscrites, liberté, égalité, fraternité. Cette démolition méthodique à l'échelon local, brique par brique, de ce que nous avons patiemment construit depuis des siècles, nous oblige au sursaut. Monsieur le ministre, quand l'État se tait, il cautionne. Alors je vous pose simplement la question. Quelle instruction transmettez-vous au corps préfectoral pour que la République ne récolte pas dans ses propres communes? Monsieur le sénateur,
Évidemment, les événements que vous citez ne nous ont pas échappé, hein, qu'il s'agisse de ce qui s'est passé pour le 1er mai, de ce qui s'est passé à Vierzon, hein, donc où le maire a refusé d'organiser les commémorations en l'honneur de l'abolition de l'esclavage, dont il faut rappeler que c'est un crime, que ça a été reconnu comme tel. Ce sont pour la plupart, malheureusement, ce ne sont pas des obligations. Nous appliquons la loi, rien que la loi. Les préfets y veillent, ils y veillent. Il y a un certain nombre d'usages et puis il y a des obligations. L'obligation, par exemple, de pavoiser, ça, on y veille bien évidemment. Mais pour le reste, ce sont des usages, des traditions. Les préfets font les remarques. Croyez-moi, nous y veillons et tous ces faits remontent au ministère de l'Intérieur. Évidemment, et vous avez raison de le souligner, ces procédés, ces façons de faire, dans tous les cas que vous avez cités, en disent long sur peut-être l'adhésion au principe même de la République de ces élus. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Étant d'ailleurs originaire du département du Cher, connaissant bien Vierzon, je peux vous dire que j'ai vécu cela un peu comme une blessure à titre personnel. J'ai vécu un peu cela comme une blessure, qu'un maire, pour des raisons financières, puisse ne pas organiser une cérémonie en l'honneur pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Je pense que c'est un problème. Malheureusement, les préfets ne sont là que pour appliquer la loi. La loi, elle prévoit des contraintes et il y a des usages républicains qui se doivent d'être respectés. C'est la tradition républicaine et je crois que ce qui s'est passé dans les communes que vous citez, dont notamment à Vierzon, en dit long sur l'adhésion aux principes républicains d'un certain nombre d'élus, en tout cas, d'élus appartenant à ces formations politiques. Vous noterez que d'ailleurs le maire de Vierzon se revendique comme étant apolitique. En tout cas, il a manifestement un engagement qu'il a ce jour-là, très éloigné du respect des principes et des valeurs de la République. Monsieur le ministre, pendant que vous réaffirmez votre attachement aux valeurs de la République, à Carpentras, à Canet-en-Roussillon, c'est Maréchal nous voilà qui résonne lors du 8 mai. Par erreur, nous dit-on, mais décidément, le hasard fait doublement les choses. Et pendant ce temps, les drapeaux européens tombent. Chaque drapeau européen décroché est un signal de bienvenue à Vladimir Poutine et un soutien offert à Donald Trump dans son entreprise de démantèlement de l'Europe.